Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre Narendra Modi lance la plus grande campagne de vaccination COVID-19 au monde. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd'hui que la campagne de vaccination indienne COVID-19 est basée sur des principes très humains et que les personnes exposées à un risque maximal ont la priorité. En lançant le plus grand programme de vaccination COVID-19 au monde par vidéoconférence, M. Modi a souligné que ce type de campagne de vaccination à grande échelle n'avait jamais été menée auparavant dans l'histoire. Il a souligné que l'Inde est en train de vacciner 3 millions de personnes dans une première phase de vaccination. M. Modi a ajouté que dans la deuxième phase, 300 millions de personnes seront vaccinées. Il a ajouté qu'il n'y a que 3 pays dans le monde avec une population de plus de 300 millions d'habitants, l'Inde, la Chine et les États-Unis. Le Premier ministre a fait éloge aux scientifiques qui ont participé à la fabrication du vaccin contre le corona au cours des derniers mois. Il s'est dit fier que 2 vaccins made in India aient été préparés en si peu de temps. M. Modi a déclaré que les vaccins indiens sont beaucoup moins chers que les vaccins étrangers, mais qu'ils sont tous tout aussi bons. Le Premier ministre a déclaré que les scientifiques ont fait un clin d'œil de vaccins made in India après avoir été sûrs de leurs effets et a demandé aux gens de ne pas tenir compte des rumeurs et de la propagande. Il a déclaré que le monde entier accepte aujourd'hui la manière dont l'Inde a fait face à la pandémie. Il a ajouté que l'Inde donnait également l'exemple au monde entier de la manière dont le gouvernement central et régionaux, les organismes locaux, les gouvernements et les institutions sociales peuvent mieux travailler en s'unissant. M. Modi a déclaré que l'Inde était l'un des premiers pays au monde à avoir commencé à contrôler les passagers dans ses aéroports. Le 17 janvier 2020 est la date à laquelle l'Inde a publié son premier avis. Le Premier ministre s'adressera au sommet international de la start-up indienne Prarambh ce soir. Le Premier ministre Narendra Modi s'entretiendra ce soir avec des startups et prononcera un discours intitulé Prarambh Startup India International Summit par vidéoconférence. Ce sommet de 2 jours est organisé par le département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il est organisé dans le cadre du suivi de l'annonce faite par le Premier ministre lors du 4e sommet de l'initiative de la baie du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle, BIMSTEC, qui s'est tenu à Katmandou en août 2018 et au cours duquel l'Inde s'est engagée à accueillir le conclave des startups du BIMSTEC. Le sommet marque le 5e anniversaire de l'initiative Startup India, lancé par le Premier ministre le 16 janvier 2016, avec la participation de plus de 25 pays et de plus de 200 intervenants. Le sommet sera le plus grand rassemblement de startups organisé par le gouvernement indien depuis le lancement de l'initiative Startup India. L'Inde et le Népal discutent de plusieurs domaines de coopération, notamment la connectivité, l'économie et les questions de sécurité. La 6e réunion de la commission mixte en Népal a été considérée par le ministre des Affaires étrangères, le Dr S. Jaishankar, et le ministre népalais des Affaires étrangères, Pradeep Kumar Gavali, à New Delhi hier. Les 2 parties ont discuté de plusieurs domaines de coopération, notamment dans les domaines de la connectivité, de l'économie et du commerce, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des ressources en eau, ainsi que des questions politiques et de sécurité. L'étroite coopération entre les 2 parties dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans la région a été notée. Le Népal a félicité l'Inde pour le succès remarquable de la production des vaccins Covishield et Covaxin en Inde et a demandé que les vaccins soient fournis rapidement au Népal. Notons l'étape franchie par l'oléoduc Motihari Amlekhanganj. Pour des produits pétroliers, les 2 parties ont discuté de l'extension de l'oléoduc vers Chitwan et de la mise en place d'un nouvel oléoduc
sur le côté qui est reliant Siliguri à Jhapa au Népal. Les deux parties ont salué l'achèvement des travaux de la première ligne ferroviaire de passagers entre l'Inde et le Népal, de Jayanagar à Kurta via Janakpuri. D'autres projets de connectivité ferroviaire transfrontalière, notamment une éventuelle ligne ferroviaire à l'Ajmer-Kathmandu entre Raxol et Katmandou, ont longuement également été discutés. La commission mixte a souligné la nécessité de faciliter la circulation transfrontalière des personnes et des marchandises. Il a été noté que les postes de contrôle intégrés récemment inaugurés à Birganj et Biratnagar ont contribué à la fluidité de la circulation des personnes et des échanges entre les deux pays. L'Inde et le Japon signent un protocole d'accord pour renforcer la coopération dans le domaine des technologies, de l'information et des communications. L'Inde et le Japon ont signé hier un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans le domaine des technologies, de l'information et des communications. Le protocole d'accord a été signé par le ministre des Communications, de l'Électronique et des Technologies de l'Information, Ravi Shankar Prasad, et le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Takeda Ryota. Il a été échangé par vidéoconférence. Le département des télécommunications et le ministère japonais des communications renforceront leur coopération mutuelle dans le domaine des technologies 5G, de la sécurité des télécommunications, du système de câbles sous-marins en fibre optique vers les îles de l'Inde. L'accord contribuera à la gestion du spectre aux villes intelligentes, à la plateforme à haute altitude pour le haut débit dans les zones non connectées, à la gestion des catastrophes et à la sécurité publique. L'Inde condamne fermement la récente attaque contre un convoi de l'ONU, mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation au Mali. L'Inde a fermement condamné la récente attaque contre le convoi de la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies au Mali, le 13 janvier dans la région de Tombouctou, qui a tué 4 soldats de la paix de Côte d'Ivoire. L'Inde a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des soldats de la paix ainsi qu'au peuple et au gouvernement de Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires extérieures a déclaré que l'Inde souhaitait un prompt rétablissement de tous les autres soldats de la paix blessés. Le tremblement de terre en Indonésie fait au moins 42 morts et des centaines de blessés. Un puissant tremblement de terre a tué au moins 42 personnes et en a blessé des centaines sur l'île indonésienne de Sulawesi hier, en emprisonnant plusieurs sous les décombres et en déclenchant des dizaines de répliques. Les autorités ont mis en garde contre d'autres tremblements de terre qui pourraient déclencher un tsunami. Le tremblement de terre s'est produit principalement à Mamuju et le reste dans le district voisin de Majen. Des milliers d'habitants effrayés ont fui leurs maisons pour se réfugier sur des terres plus élevées lorsque le séisme de magnitude 6,2 a frappé à 6 km au nord-est de la ville de Magné, à une profondeur de seulement 10 km au milieu de la nuit. Le tremblement de terre et les répliques ont endommagé plus de 300 maisons et 2 hôtels, ainsi que l'aplatissement d'un hôpital et du bureau d'un gouverneur régional. Les autorités ont déclaré à l'agence de presse que plusieurs personnes ont été prises au piège sous les décombres. Le Premier ministre néerlandais Rutte et son gouvernement démissionnent suite au scandale de la protection de l'enfance. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la démission de son gouvernement, acceptant ainsi la responsabilité de plusieurs années de mauvaise gestion des subventions sur la garde d'enfants qui ont conduit à tort des milliers de familles à la ruine financière. Cette démission fait suite à une enquête parlementaire menée le mois dernier qui a révélé que les bureaucrates du service des impôts avaient accusé à tort des milliers de familles de fraude en matière de protection de l'enfance et leur avaient demandé de rembourser l'argent. M. Rutte, qui dirige le Parti libéral du peuple,
pour la liberté et la démocratie a déclaré qu'il avait remis sa démission au roi Willem-Alexander. M. Rutte a déclaré hier aux journalistes que l'État de droit doit protéger ses citoyens contre un gouvernement tout-puissant et ici cela a terriblement mal tourné. Le cabinet resterait en place en qualité de gardien pour gérer la crise du coronavirus pour l'instant, avec une élection déjà preuve pour le 17 mars. Élection en Ouganda en 2021. Museveni s'impose face à son rival Bobi Wine. Le président ougandais de longue date Yoweri Museveni s'est assuré d'une nette avance dans la course à la présidence suite au vote de jeudi selon les résultats préliminaires. La commission électorale du pays a rejeté les allégations de fraude électorale du candidat de l'opposition Bobi Wine, une ancienne pop star. Mais les observateurs électoraux affirment que la confiance dans le décompte des voix a été mise à mal par une panne d'Internet de 3 jours. Les résultats définitifs devraient être confirmés aujourd'hui. Les politiciens de l'opposition ont également accusé le gouvernement de harcèlement. Le président Museveni, qui est au pouvoir depuis 35 ans, espère un 6e mandat. La Russie se retire du traité ciel ouvert après la sortie des États-Unis. La Russie a déclaré hier qu'elle se retirerait d'un traité international autorisant les vols de surveillance au-dessus des installations militaires. Auparavant, les États-Unis s'étaient retirés du pacte. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le retrait des États-Unis du traité ciel ouvert l'année dernière avait sensiblement bouleversé l'équilibre des intérêts des États signataires. Il a ajouté que les propositions de Moscou de maintenir le traité en vigueur après la sortie américaine ont été rejetées par des alliés de Washington. Le Parlement russe qui a ratifié le traité en 2001 devra maintenant voter pour le quitter. Le traité visait à instaurer la confiance entre la Russie et l'Occident en permettant aux plus de 3 douzaines de signataires de l'accord d'effectuer des vols de reconnaissance au-dessus de leur territoire respectifs afin de recueillir des informations sur les forces et les activités militaires. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à l'Iran dans les derniers jours de la présidence de Trump. Vendredi, les États-Unis ont imposé des sanctions à des sociétés en Iran, en Chine et aux Émirats arabes unis pour avoir fait des affaires avec la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et à 3 entités iraniennes pour prolifération d'armes conventionnelles. Ces sanctions sont les dernières d'une série de mesures visant à renforcer la pression sur Téhéran dans les jours de déclin de l'administration du président Donald Trump qui se termine mercredi. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que Washington avait sanctionné 7 entreprises dont la société chinoise Yangjin Mascot Special Steel Company et la société émirati Accenture Building Materials ainsi que 2 personnes pour avoir expédié de l'acier vers ou depuis l'Iran. La CDU allemande choisit aujourd'hui le nouveau chef du parti. Les chrétiens démocrates allemands vont élire un nouveau président aujourd'hui afin d'unir leur parti conservateur derrière un nouveau dirigeant qui, espère-t-il, pourra succéder à Angela Merkel en tant que chancelière lorsqu'elle quittera ses fonctions après les élections fédérales de septembre. Merkel, qui s'est engagée à ne pas se représenter, est en fonction depuis 2005 et a remporté toutes les élections. Le nouveau leader de la CDU sera élu par 1001 délégués lors d'un congrès numérique. Par tradition, le leader est généralement le candidat à la chancelier de l'Union de la CDU avec son parti frère bavarois, l'Union chrétienne sociale CSU. Le centriste Armin Laschet, l'archiconservateur Friedrich Merz et l'expert en politique étrangère Norbert Röttingen sont en lice pour la direction de la CDU. Les Palestiniens annoncent les premières élections depuis 15 ans. Le président palestinien
Mahmoud Abbas a annoncé la tenue d'élections législatives et présidentielles, les premières depuis 15 ans qui auront lieu plus tard dans l'année. Selon un décret publié hier par le bureau de M. Abbas, l'autorité palestinienne AP, qui a une autonomie limitée en Cisjordanie, occupée par Israël, organisera des élections législatives le 22 mai et un vote présidentiel le 31 juillet. Le dernier vote parlementaire des Palestiniens en 2006 a abouti à une victoire surprise du Hamas, qui a conduit à la prise de la bande de Gaza par le groupe en 2007 et a contribué à un long retard dans la mise en place de nouvelles élections. Le communiqué indique que M. Abbas s'attend à des élections dans tous les gouvernements de Palestine, y compris Jérusalem-Est, qui a été annexé par Israël après la guerre de 1967, mais qui est considéré comme un territoire occupé. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons nos commentaires sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur Réunion du Forum de coopération arabo-indien. La troisième réunion des hauts fonctionnaires du Forum de coopération arabo-indien a eu lieu par vidéoconférence. La réunion était co-présidée par Sanjay Bhattacharya, secrétaire Affaires consulaires, passeports et visas et Affaires indiennes d'outre-mer, au ministère des Affaires extérieures et par l'ambassadeur Mohammad Aboul Khair, ministre adjoint des Affaires étrangères et représentant permanent de l'Égypte auprès de la Ligue des États arabes, avec la participation de hauts fonctionnaires des États arabes et de l'Inde, ainsi que du secrétariat général de la Ligue des États arabes. Les hauts fonctionnaires ont rappelé les liens historiques et civilisationnels qui existent entre le monde arabe et l'Inde et ont souligné la contribution des liens commerciaux et culturels à la cohésion des deux parties. Ils ont salué les bases solides, le grand potentiel et les vastes possibilités de la coopération arabo-indienne, ainsi que le rôle que le Forum peut jouer pour faire avancer les relations arabo-indiennes vers de vastes horizons. Les hauts fonctionnaires ont discuté de questions d'intérêt mutuel au niveau régional et international, en soulignant l'importance de renforcer les mécanismes de coopération et de coordination entre les deux parties, de manière à servir les intérêts mutuels et à maintenir la paix et la sécurité régionale et internationale. À cet égard, ils ont affirmé la nécessité de trouver des solutions politiques aux questions et crises régionales au Moyen-Orient, conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale et aux accords et références pertinents, en particulier la question palestinienne, les crises en Syrie, en Libye et au Yémen, et ont souligné la nécessité de coopérer pour lutter contre le terrorisme et garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime conformément aux principes du droit international. Les fonctionnaires ont souligné que les circonstances exceptionnelles et les défis sans précédent auxquels le monde est confronté en raison du déclenchement de la pandémie de COVID-19 nécessitent le renforcement de la coopération internationale et régionale pour faire face aux conséquences de cette pandémie, y compris dans les zones de conflit et de crise. Les deux parties ont discuté de la collaboration en cours entre l'Inde et les États arabes dans le domaine du diagnostic et du traitement et ont échangé leurs points de vue sur les approches nationales respectives de la crise économique post-Covid. La partie arabe a félicité l'Inde pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans, 2021 à 2022, tout en se réjouissant du rôle central que l'Inde continuera à jouer sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne les questions régionales d'intérêt mutuel. Les hauts fonctionnaires ont également discuté des moyens de renforcer la coopération dans le cadre du Forum de coopération arabo-indien, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, de l'énergie et de l'environnement, de
l'agriculture et de la sécurité alimentaire, du tourisme et de la culture, du développement des ressources humaines, de l'éducation et des soins de santé, de la science et de la technologie et des médias. Les relations économiques entre l'Inde et les pays arabes doivent être renforcées pour correspondre aux partenariats stratégiques et à l'entente bilatérale au niveau politique. Les éléments clés de l'engagement économique des pays indo-arabes se caractérisent par la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, les échanges de ressources humaines, la croissance des relations commerciales et d'investissement et une forte connectivité. Les liens entre l'Inde et les pays arabes sont multiples et étendus, mais le potentiel est énorme, estimant les analystes. Selon le ministre indien des Affaires extérieures, 53% des importations indiennes de pétrole et 41% des importations de gaz proviennent de la région arabe. L'Inde a des participations dans des blocs pétroliers en Irak, en Syrie, en Libye, au EAU, au Yémen et au Sud-Soudan. La nature du partenariat a évolué, passant des simples liens d'hydrocarbures entre l'acheteur et le vendeur et une participation dans des projets en amont et en aval, à des co-entreprises dans les raffineries et à la constitution de réserves stratégiques de pétrole. L'Inde et la région arabe étant toutes deux engagées dans des réformes et des engagements transformationnels de l'économie, la forte compréhension politique et la bonne volonté entre les peuples offrent un potentiel énorme pour porter l'engagement économique à un niveau supérieur. Les deux parties ont convenu de programmer rapidement les activités conjointes du forum, notamment la 3e session du Festival culturel arabo-indien, le symposium sur la coopération arabo-indienne dans le domaine de l'énergie, la première conférence des présidents d'universités arabo-indiennes, le 2e symposium sur la coopération arabo-indienne dans le domaine des médias et la 6e session de la conférence sur les partenariats arabo-indiens. La 2e réunion ministérielle du Forum de coopération arabo-indien devrait avoir lieu prochainement en Inde, à une date qui conviendra aux deux parties. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé en anglais par Padam Singh, analyse de nouvelles External Services Division All India Radio, traduit par Rita Sharma et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio. Vous venez maintenant à la fin de notre programme d'actualité.